Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty, on va parler de Khamzat Chimaev. Le temps presse pour notre cher Khamzat Chimaev, Big Rusty, parce que oui, des débuts en fanfare, souvenez-vous, 2 victoires en à peine 10 jours. Ensuite, cette victoire début à l'UFC pour lui, à Las Vegas, un KO debout où tout le monde se dit waouh, c'est plus que de la lutte, c'est aussi des points Khamzat Chimaev. Depuis, il y a eu le coronavirus et tous ces petits problèmes qui font que mine de rien, il perd un peu du temps, Khamzat Chimaev. Et là aujourd'hui, alors qu'on parle d'un potentiel combat contre Paulo Costa, dont on parle depuis de nombreuses années maintenant, que l'histoire du sparring avec Jiri Prochazka refait surface aussi, c'est excitant, mais il n'y a pas d'annonce officielle pour Khamzat malheureusement. Souvenez-vous, à l'origine, le plan de Dana White, c'était quand même de faire Khamzat contre Colby en co-main event de Kamaru Usman contre Leon Edwards. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. On va voir tout ça avec Big Rusty, générique. Soit. Et j'en profite pour dire, mon cher Rust, tu sais ce qui se passe le 31 mars prochain ? Non, vas-y, décris-moi, j'ai un peu oublié. Ah, il se passe le LSFC 1, La Sueur Fighting Championship. Tu sais qu'on lance notre événement ? Ouais, ça suffit, allez. Et qu'est-ce qui se passe ? Bah oui, c'est le LSFC 1. Et il y a quoi ? Il y a Amin Ayoub en common event contre Damien Lapillus, mais déjà non. un super fight de grappling. Incroyable. Et le countdown, je pense qu'il va être vraiment marrant parce que les deux, maintenant, en fait, eux-mêmes ont du second degré et du recul par rapport à leur rivalité, donc c'est vraiment cool et c'est vraiment marrant. Et puis, c'est du grappling, super match, ça va être trop cool. Main event, Lazy Prince contre Losene Keita, ça va être un combat monstre, pardon. Et puis sinon, c'est tout ce qui se fait de mieux en amateur. Donc, c'est un banger. C'est un banger, c'est par nous, c'est pour vous. Les places sont en commentaire épinglés. C'est peut-être notre plus gros défi, je pense, jusqu'à présent, à mon avis, ouais. Je pense, non ? Avec celui qui consiste à je vais essayer de te faire arrêter de dire mine de rien aussi. Ah oui, ça, c'est vrai, ça c'est le... Ah là, il est taquin, il est d'humeur taquine. Mais bref, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour Khamzat Chimaev. Et oui, vous avez peut-être trouvé qu'on est un peu dur, mais moi je trouve qu'on perd du temps, qu'on est dans une situation où intrinsèquement Khamzat Chimaev, moi je pense qu'il est calibre champion, je pense même qu'il est calibre un des meilleurs à l'UFC au classement pound for pound tout court, qu'il ait la ceinture ou pas. Je pense que c'est vraiment un talent extrêmement rare dans cette organisation parce que, et ça m'a d'autant plus conforté avec son combat contre Gilbert Burns où le mec s'est pris des pêches mais de l'espace et finalement a montré qu'il avait un monton qu'il pouvait très bien récupérer et surtout est sorti vainqueur. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui il a envie de combattre, il y a plein d'opportunités sur le papier pour lui, mais rien ne se matérialise, et ça commence à devenir chiant. Mais vraiment, enfin je sais pas ce que t'en penses toi, mais on a un peu cette impression, pas qu'on passe à côté de sa carrière, mais tu vois là, de se dire, on devait avoir le combat contre Nate Diaz, finalement il y a le combat contre Kevin Holland, où on n'apprend rien, ensuite tu t'attends à ce que rapidement le gars retrouve quelque chose, finalement on va encore avoir perdu 1 an, c'est préoccupant je trouve. Ouais, je suis complètement d'accord. On en arrive au stade où on commence à avoir peur qu'il passe à côté de pas de la hype qu'il aurait pu avoir, mais de son prime, pas vraiment non plus, parce qu'il est encore relativement jeune. Mais on commence à se dire, ouais, il serait quand même temps d'y aller, quoi. Parce que c'est toutes ces promesses, mais en fait, il a montré qu'il était à la hauteur des espoirs qu'on avait en lui, parce que même si c'est dans des combats qui sont faciles pour lui, Kevin Holland, personne n'a fait à Kevin Holland ce que Khamzat lui a fait, quand même, à part toi, mais ça c'est backstage. Mais il a contre Gilbert Burns, il a fait une guerre, mais il était passé de Li Jingliang à Gilbert Burns et il a quand même gagné, même si c'était très chaud. Donc ça, plus tout ce qu'il a fait en arrivant à l'UFC, c'est bon. On sait que les espoirs placés en lui, c'était pas de la fraude, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Mais, il a jamais encore dépassé ce statut de espoir. Qu'est-ce que va donner cet espoir ? Et c'est quoi du coup quand il arrive à l'UFC Fight Thailand 2020 ? Exactement, juillet 2020. Juillet 2020, ça fait 3 ans, bientôt 3 ans jour pour jour. Enfin bon, dans quelques mois. Non, tu vois ce que je veux dire. Et en vrai, on commence à dépasser là le statut de c'est bon, il faudrait déjà être passé de prospect à le mec approuvé, il a son title shot. Pour quelqu'un qui a commencé à une telle vitesse, tu sais, t'as l'impression que le mec,
il est arrivé en moto, enfin, tu sais, genre, il a eu la meilleure accélération du monde, mais en fait, il est toujours qu'à 80 à l'heure, tu vois. Donc, il est passé de 0 à 80 en 0 seconde 5, mais il est toujours à 80, tu vois. Et surtout, ce qui est terrible avec Khamzat Chimaev, c'est que Leon Edwards, que l'UFC souhaitait pousser vers la sortie, a réussi à lui passer devant. Et j'ai envie de dire aussi, quelqu'un qui a connu une situation similaire, c'est Cyril Gane, où justement Cyril était sur un très très gros niveau dès qu'il est arrivé à l'UFC, où Fernand le faisait combattre très régulièrement. Ensuite, malheureusement pour lui, il a eu son deuxième pneumothorax, alors qu'il devait affronter Shamil Abdouragimov. Le temps qu'il y ait eu cette reprise-là, plus les annulations de combat, on avait peur que Cyril perde du temps, et finalement, en gros, Ouais. ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de le faire monter étape par étape, comme ce qui était prévu, en gros, il devait faire Shamil, il y avait Ante Delija, Pavlovic, finalement, l'UFC, directement à son retour à Cyril, en décembre, alors qu'il n'avait pas combattu de l'année, je crois que c'était 2020, il combat directement contre Junior Dos Santos, classé 7ème, ce qui fait qu'ensuite, directement pour 2021, il a cette année stratosphérique, puisqu'il fait Jairzinho, Volkov, et 5 semaines après Volkov seulement, Derek Lewis pour le titre intérimaire, et ensuite Francis en janvier 2020. Mais ce que je veux dire, c'est que l'UFC, quand il voit un prospect, quand il voit quelqu'un qui, où ils se disent potentiellement ça peut amener on va dire, un vent frais dans la division, même s'il y a un moment, il y a un problème de santé, une blessure, des problèmes de visa aussi pour le faire combattre aux États-Unis, ils arrivent à rattraper ce retard-là. Le problème de Khamzat, c'est que là, ça va faire, comme l'a dit très justement Rusty, 3 ans qu'on est dans une situation un petit peu de stagnation. Moi, ce que j'espère vraiment là, c'est que avec ce qu'il y avait, donc d'abord il y a eu le coronavirus, ensuite là il y a des problèmes pour Khamzat pour combattre sur le territoire américain, là en plus de ça s'ajoute la question, et qui est une vraie question pour moi, du poids de Khamzat Chimaev, parce que je pense que il y a l'UFC qui a envie qu'il combatte en middleweight. Je pense que c'est un peu moins clair du côté de Khamzat Chimaev, parce que mine de rien, chez les middleweight, bah vous passez, enfin quand vous voyez ce que Jacare Souza a essayé de faire à Robert Whittaker et qui s'est quand même fait salement ratatiner, ça peut être très compliqué pour Khamzat Chimaev aussi, parce que c'est d'autres animaux. Khamzat Chimaev qui demande mine de rien à affronter Jiri Prochaska aujourd'hui. Jiri Prochaska, quand il va revenir, bah, il va avoir le title shot chez Light Heavyweight, donc il n'est pas du tout en phase avec un combat contre Khamzat Chimaev. Et il y a cet événement en Suède, donc moi ce que j'espère, je croise les doigts pour ça, c'est que l'événement en Suède soit annoncé le plus rapidement possible. Malheureusement, Dana White a expliqué que ça devrait être pour le mois d'octobre, donc ça veut dire plus d'un an sans combattre pour Khamzat s'il y a l'événement en Suède. Et la grosse question, c'est contre qui? Parce que le problème, et c'est pour ça que moi, cette question de premier combat pour Khamzat en middleweight me fait un peu peur, c'est que si Khamzat fait son premier combat en middleweight et en Suède, il est main event, donc faut le mettre contre un vrai gars. On le met contre un vrai gars, c'est soit Robert Whittaker, soit Paulo Costa. S'il perd contre un de ces mecs-là, c'est un énorme stop dans sa carrière, parce qu'on sait pas où est-ce qu'on va pouvoir le mettre ensuite. Parce que, enfin, moi je pense, je sais pas ce que t'en penses, Rusty, c'est que s'il perd contre Whittaker ou contre Paulo Costa, on vient à un point où je pense que l'UFC se dit, ah, est-ce que c'est pas en fait un vrai welterweight et qu'il y avait juste pas des problèmes de cutting? Est-ce que là, ce qui s'est passé en middleweight, ça veut dire que c'est pas sa catégorie? Est-ce qu'on essaie de le mettre en light heavyweight? Enfin, il y aura tout un flou autour de lui, et puis même pour le reste, je pense que aussi tout le côté hype va s'en aller, parce que s'il perd contre l'un de ces gars-là, qui n'est pas champion, hein, les deux sont très très forts mais ne sont pas champions, ça vous met quand même un énorme stop pour la suite, parce que bah, vous êtes apparu comme un simple mortel face à quelqu'un qui ne porte pas la ceinture. Donc c'est vrai que pour les gens, pour réussir à recréer un petit peu un second souffle, c'est assez difficile aussi. Bah oui, parce que si jamais il perd en middleweight et avant même d'arriver au title shot, on aura donc un combattant qui n'a pas réussi à aller au bout en welterweight, parce qu'il a fait des trucs incroyables, mais bah, il n'a pas réussi à faire son cutting, il n'a pas réussi à prouver à l'UFC que ça pouvait bien se passer, donc il a fait une croix sur les welterweight. Chez les middleweight, il aura peut-être prouvé, si jamais il fait un gros combat, mais qu'il le perd effectivement quand même. Le pire, ce serait qu'il prenne une raclée, ce serait vraiment le pire. Mais si même il perd, quelle que soit la manière dont il perd, bah, ça voudra donc dire que, donc il est même pas du calibre champion en middleweight. Light heavyweight, ce sera un peu fort de café du coup, parce que du coup, s'il perd en plus en middleweight, ils pourront pas le mettre direct contre un très gros nom, ou alors en tout cas pas pour le title shot, c'est sûr, en light heavyweight. Et en plus, light heavyweight, ça commence à faire beaucoup quand on sait que son poids de forme est à environ 92-93, si je me souviens bien. C'est pas un light heavyweight, ça c'est un middleweight, c'est un très gros welterweight, c'est pas un light heavyweight. Donc, si jamais là, ça se passe comme ça, qu'il a un combat seulement l'année 2023, ou en tout cas en octobre, et qu'il galère ou qu'il perd,
là, en vrai, ça devient très très compliqué il est possible que après ce combat, s'il perd, et là on se place uniquement que dans ce cas-là, que ça devienne un cas d'école du plus gros talent gâché peut-être de l'histoire de l'UFC. Et de toute façon, ce qui est intéressant là, avec Khamzat Chimaev, c'est peu importe la catégorie, moi je pense c'est que son prochain combat sera vraiment intéressant parce qu'il va apporter des réponses. Parce que ce soit Colby Covington pour sa lutte offensive, que ce soit Paulo Costa et Robert Whittaker pour leur lutte défensive, à chaque fois c'est des mecs qui vont lui poser beaucoup de problèmes. Donc on va forcément en savoir beaucoup sur comment est Khamzat face au top du top de la catégorie. Il a déjà vécu ça face à Gilbert Burns, lutte défensive, lors de son premier vrai test chez les welterweight. Maintenant à voir sur le prochain. Mais moi personnellement, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'ils combattent là, ça fait peut-être un peu short, mais soit en juin, soit en juillet. Ouais. J'ai envie, tu vois, même si c'est pas du tout la direction que ça prend, qui reste en welterweight, parce que pour moi c'est pas la fin de l'histoire. Et vous regardez tous les combattants, il y a Darren Till, et puis surtout Masvidal qui a été l'invité de Joe Rogan récemment, qui expliquait justement que le weight cutting en fait c'était beaucoup plus simple, et on en parle assez régulièrement. Plus vous êtes jeune, plus c'est facile, et ensuite ça devient de plus en plus compliqué. Donc s'il doit combattre en welterweight, Khamzat c'est maintenant. Et je pense que aussi, comme beaucoup d'athlètes, on se souvient par exemple Max Holloway qui avait des difficultés avec son cutting en featherweight au début de sa carrière, aujourd'hui c'est beaucoup plus simple. Je pense que quand vous vous retrouvez dans une situation où vous manquez le poids de 4 kilos, généralement, et que vous êtes une équipe de professionnels et que l'UFC investit sur vous, ça n'arrive plus jamais, puisqu'ils vont mettre en place un système qui fait que le cutting va bien se passer. Moi, j'aimerais bien revoir l'expérience Khamzat en welterweight au moins une fois, parce que, l'histoire n'est pas terminée, 2, on est tous confiants, que ce soit Rusty, moi et Khamzat lui-même, que en middleweight et light heavyweight, les mecs ça va arriver, mais autant que ça arrive au moment opportun, plutôt qu'on soit dans une situation, moi vraiment, et t'as bien fait de le mentionner, à la Darren Till, où je pense que Darren Till, et c'est son coach qui l'avait dit, quand il est monté chez les middleweight, c'était pas le bon moment. Il est monté chez les middleweight parce que l'hygiène de vie de Darren Till faisait que le gars fait trop la fête en dehors des camps d'entraînement, et du coup ils se sont dit, on va juste déplacer le problème de catégorie. Vous regardez son run middleweight, il y a des blessures aussi bien évidemment, mais il est terrible aussi en grande partie parce que le gars a pas changé son mode de vie. Et je pense que pour moi, Khamzat, il y a encore quelque chose à faire chez les welter, et ensuite il fera ce qu'il a à faire chez les middle, mais il y a tellement de combats aujourd'hui qui sont possibles que ce serait plus le bordel qu'autre chose. Et par rapport à l'UFC, regardez ce qui s'est passé par exemple avec Volkanovski, ou même Adesanya, si vous faites monter le gars trop tôt de catégorie et qu'il perd dans cette catégorie avant d'avoir fait ce qu'il avait à faire dans sa catégorie dite naturelle, ça peut être terrible. Alors que là, Volkanovski et Adesanya, ils ont tous les deux perdu quand ils ont tenté d'être champ. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ça n'a aucune incidence sur leur niveau de hype et le respect, l'aura qu'ils ont auprès des autres combattants et auprès, on va dire, du grand public. Niveau de hype, peut-être que pour Adesanya, ça avait joué un peu parce qu'il avait vraiment été battu, tandis que Volkanovski a fait un énorme combat. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, ça n'enlève rien au fait que c'est les rois chez eux. Et c'est clair que pour Khamzat, en plus, il faut qu'on le mentionne, quand tu dis que sa place est encore chez les welterweight, je plus sois parce que il faut que je recharge mon ordi. Déjà, et je plus sois parce que tu vois, comme Clément Marcoux l'avait mentionné par exemple, et donc quand c'est Clément Marcoux qui le dit, ça a vraiment du poids parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît réellement, comme presque personne en Europe. C'est probablement une mauvaise gestion du cutting qui fait qu'il ne peut pas arriver sereinement au moins de 77 kilos. Quelque chose qui probablement avec la bonne manière de faire la semaine juste avant le combat, la bonne nourriture, la bonne manière de faire, les bons suppléments, enfin n'importe quoi, tout le process à revoir, mais qui, si ce process-là était vraiment carré et suivi, probablement qu'il n'aurait aucun problème à faire le poids. Il fait le même poids dans la vie de tous les jours que Kamaru Usman, que les plus gros welterweight, donc ce serait vraiment dommage que ce se joue à ça, alors que ce serait vraiment possible, quoi. Entièrement d'accord, Big Rusty. Je pense qu'on a fait le tour sur le cas Khamzat Chimaev. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le temps presse. L'avantage pour lui aussi, c'est que chez les welterweight, mine de rien, c'est assez ouvert aujourd'hui, puisque il y a le cas Colby Covington, il y a Masvidal s'il s'impose contre Gilbert Burns. Je pense que, je veux dire, si aujourd'hui l'UFC venait à faire Edwards contre Khamzat Chimaev pour le titre, ça choquerait personne parce que le combat a déjà été prévu plusieurs fois. 3 fois, il a été annulé à 3 reprises. Au regard de ce que Khamzat a montré,
évidemment, évidemment, il y aurait des critiques, mais c'est pas comme si, c'est pas le plus scandaleux. Voilà, c'est pas le plus scandaleux de faire combattre Khamzat Chimaev pour la ceinture. Donc c'est aussi une possibilité pour l'UFC. En tout cas, moi j'ai envie pour Khamzat qu'il y ait de l'activité, qu'il revienne en welterweight et qu'en tout cas il y ait, enfin, voilà, qu'on se dise ça y est, là aujourd'hui tous les voyants sont ouverts quasiment pour l'UFC en 2023, que le gars qu'on nous promet et qu'on voit surtout comme potentiel champion puisse combattre pour le titre le plus rapidement possible, parce que... Juste pour finir ce podcast, est-ce qu'il y a d'autres événements en dehors des États-Unis qui sont prévus là d'ici juin-juillet? Ouais, bah là apparemment il y a le retour de l'UFC à Londres au mois de juillet avec Thomas Spinal en main event. Bah voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Ce serait bien. Parce que de toute façon, n'importe quoi autre que les États-Unis, ça marcherait, donc allons-y. Hein. C'est clair. Après, ça dépend si l'UFC, parce que je pense qu'aujourd'hui l'UFC voit Khamzat comme un combattant pay-per-view plus qu'un combattant d'UFC Fight Night. Donc ça dépend ce qu'ils veulent faire pour juillet. Il y a déjà l'International Fight Week début juillet. S'ils font 2 pay-per-view, pourquoi pas? Mais c'est un petit peu ça, à mon avis, qui peut aussi être embêtant. Pourquoi pas la carte du mois d'août aussi? On ne sait pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais. Ça marche pas du tout niveau timing. Tu vois quoi dans la vie? Je fais tellement de choses, Big Rusty. Mais ce qui serait intéressant aussi, mais là ça marche pas niveau timing parce qu'on était sur un mois de septembre pour le retour de Conor, une conférence de presse, même s'ils s'affrontent pas, avec Conor et Khamzat. Imagine. Avec Conor et Khamzat et les deux combattent dans la catégorie welterweight. Je dis pas qu'ils s'affrontent, hein, mais les deux font des combats dans la catégorie welterweight et ils sont à la même conférence de presse. Oh, ce serait mais dantesque. Ça partira en vrille, mais d'une force. Mais vraiment d'une force. Donc voilà, je pose ça là. Ça ne va pas du tout dans ce que j'ai dit en termes de timing pour le retour de Khamzat. Mais en tout cas, je pense que l'UFC là aussi dans un coin de la tête, en mode si on veut que la Terre explose, ça peut être pas mal. Allez, mais aussi on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Shout out à ma sweet pea, ma sweet protein. Sweet pea. En ce moment, il y a les soldes sur le Too Much Protein jusqu'à moins 50%. Et avec le code la sueur, vous avez 15% supplémentaires. Sur ces moins 50%, donc code la sueur. Big Rusty, see ya, take care of your family. Yeah. I'm fucking coming for you!